Notre invité au cœur de l'info ce soir est Ronnie Broman, cofondateur de Médecins sans frontières. Il a préfacé dernièrement le livre Noir de Gaza, écrit sous la direction d'Agnès Levallois, paru aux éditions du Seuil. Et nous avons souhaité le recevoir alors que la première phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas s'achève sans garantie sur la poursuite de l'accord. On en a parlé aujourd'hui dans nos journaux. Et alors que la première phase a été un continuum d'incertitude, d'instrumentalisation, avec au cœur de celle-ci des otages, leurs familles, des prisonniers, un territoire, la bande de Gaza, détruit à plus de 70%, où tout est à reconstruire, mais peut-être pas pour les Palestiniens eux-mêmes, si on en croit les déclarations de Donald Trump. Alors le pire est-il encore à venir? Quels espoirs pour les dizaines d'otages encore détenus par les différentes factions palestiniennes? C'est de tout cela dont nous allons parler avec vous ce soir. Ronnie Broman, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. La seconde phase est donc supposée mener à une fin permanente de la guerre. Mais avant de l'envisager, et elle est très incertaine ce soir encore, quelles leçons tirer de cette première phase qui prend fin ce soir? Leçon, c'est beaucoup dire, je n'en serais sans doute pas capable, mais enfin, disons, un vague bilan. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le répit. Enfin, après 15 mois de pilonnage continu, de destruction, de menaces de mort à tout moment, au jour et nuit, sans relâche, les Palestiniens de Gaza ont enfin pu connaître un moment de calme relatif. Un calme qu'ils ont vécu dans une extrême précarité par ailleurs, puisqu'ils sont pour la plupart sous des tentes ou des abris de fortune. Rappelons que bien que ce soit un pays méditerranéen, en ce moment c'est l'hiver, il fait très froid, il pleut, les températures sont parfois glaciales, les gens n'ont pas de quoi se chauffer, mangent ce qu'ils peuvent, c'est mal, se chauffent avec ce qu'ils peuvent, s'intoxiquent parce que les émanations des trucs qu'ils brûlent, les pneus, les débris qu'ils peuvent trouver pour se chauffer en intoxiquent un certain nombre. Il y a un nombre d'épidémies, des blessés non soignés ou insuffisamment soignés. Parce que les infrastructures hospitalières ont elles aussi été grandement détruites. La quasi-totalité des infrastructures sanitaires, même les hôpitaux bien entendu, mais le reste également a été détruit par les bombardements. Actuellement, ce sont principalement d'ailleurs des hôpitaux de fortune, enfin, qui fonctionnent. Aujourd'hui, ce sont des hôpitaux de fortune, plus les hôpitaux des organisations humanitaires, les hôpitaux sous tente, notamment celui de Médecins sans frontières et du Comité international de la Croix-Rouge, qui sont assez amples. Donc il y a malgré tout quelques ressources qui sont déployées, mais les conditions de vie, moi je ne parle pas de situation humanitaire, j'ai jamais vraiment su d'ailleurs ce qu'on entendait par situation humanitaire. Je parle de conditions de vie, les conditions d'existence sont absolument épouvantables. Cela dit, ça n'est plus avec la menace continue des bombardements que vivent pour l'instant les Palestiniens de Gaza. Donc je dirais que c'est à la fois un répit bienvenu, un répit salutaire, mais également une certaine prise de conscience, d'après un certain nombre d'échos que l'on peut entendre de la part de Palestiniens de Gaza. Ceux qui sont par exemple les quelques 400 000 ou 500 000 qui sont retournés au nord du passage de Netzarim, ont découvert un paysage de désolation, le même que celui qu'ils connaissent au sud, mais prennent conscience que toute leur existence a été littéralement broyée par les bombardements, qu'ils n'ont plus de chez eux. Certains ne peuvent même pas reconnaître le quartier dans lequel ils habitaient, tant les décombres sont absolument omniprésents. Dans ces conditions, il y a beaucoup de dépression, une immense tristesse qui s'abat, et sans doute également, ça c'est moins évident, mais ça va venir, des sentiments de révolte, voire de haine, car évidemment, on ne reste pas insensible à la destruction totale de tout votre environnement, de ce qui a fait votre existence même. On va revenir effectivement sur le potentiel de reconstruction, comment ça pourra éventuellement se dérouler, mais je voulais avant cela revenir sur ce processus. Ces 6 semaines qui se sont écoulées, ces 6 semaines ont permis la libération de 33 otages israéliens, 8 étaient déjà morts, ce sont des corps qui sont revenus à leur famille. Quelques 1700 détenus palestiniens ont été en échange libérés. Ces échanges d'otages et de prisonniers ont été particulièrement éprouvants, évidemment pour les protagonistes eux-mêmes, mais aussi pour les observateurs. On a assisté à une instrumentalisation de ces hommes et de ces femmes.
Oui, bien sûr. Comment imaginer qu'il aurait pu en être autrement? Les otages sont des prises politiques, ce sont des crimes. D'abord, rappelons quand même que c'est un crime de guerre et que c'est simplement un acte odieux que de prendre des otages civils pour les détenir et en faire une sorte de monnaie d'échange. Rappelons également que ce n'est pas le fait exclusif du Hamas. Sur les 520 otages, disons sur ces 520, pardon, prisonniers ou détenus, pour utiliser le vocabulaire qui est en cours, côté palestinien libérés par les Israéliens, les 2/3 sont des jeunes hommes qui ont été raflés à Gaza, pour lesquels il n'existe absolument aucune charge, et qui ont été donc détenus dans des conditions au demeurant extrêmement difficiles. Je rappelle qu'il y a eu 70 morts dans les geôles israéliennes depuis le 7 octobre, depuis le début de cette nouvelle phase de la guerre, des gens qui sont morts de leurs conditions de détention, voire de leurs conditions de torture. Alors, la coordinatrice effectivement spéciale des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, Sigrid Kaag, a alerté, puisqu'effectivement l'horreur n'a pas de camp, de part et d'autre. On a assisté à des choses dramatiques, à une instrumentalisation des deux côtés. Vous parlez là des prisonniers palestiniens, et effectivement elle rappelait, elle disait qu'il y avait des preuves de moquerie, d'humiliation, et que la torture, le traitement inhumain, les disparitions forcées, les atteintes à la dignité de la personne, ce sont des crimes de guerre, effectivement, et ça a été avéré par l'ONU du côté israélien, hein, sur des prisonniers palestiniens. C'est vrai qu'on a été aussi parfaitement choqués parce que du côté du Hamas vis-à-vis des otages israéliens, là aussi on a des témoignages aujourd'hui. Leurs conditions ont été absolument dramatiques, exécrables, et ils ont été là aussi instrumentalisés avec des images poignantes qui ont été instrumentalisées vis-à-vis de la communauté internationale. Oui, les prises d'otages des deux côtés, c'est absolument insupportable. Ça doit être condamné sans aucune réserve. Reste à rappeler que les quelques ordres de grandeur, à la fois de quantité de prisonniers et de délai Là, on vient de libérer un prisonnier qui est détenu pour des charges d'ailleurs qu'on ne connaît pas vraiment, membre du Fatah, depuis 45 ans. Voilà le genre aussi de détenu. La durée de détention. Quelle peine quelle peine de 45 ans, enfin à quelle charge correspond cette peine de 45 ans? Mais il y a des milliers, disons 2000, 3000, je pense que les chiffres sont incertains, mais c'est l'ordre de grandeur, de détenus palestiniens qui sont là dans des geôles israéliennes maltraités à 10, 15 par cellule, avec une nourriture totalement insuffisante, des humiliations quotidiennes, des coups, et ils sont des milliers, 2 à 3 000 comme ça, sans aucune charge, sans avocat, sans dossier juridique, juste parce qu'ils sont éventuellement considérés comme suspects d'avoir des intentions mauvaises à l'égard de l'occupant. Je voudrais bien savoir quel Palestinien n'a pas des intentions mauvaises à l'égard de l'armée d'occupation ou des colons qui ne cessent de les piller, car parmi les conditions d'existence dont nous parlions, rappelons qu'en ce moment c'est théoriquement la saison de récolte des olives, elle commence sous le harcèlement continu des bandes de hooligans que sont les colons, qui attaquent sans cesse, qui harcèlent, qui dressent des barrages, qui jettent des pierres, voire qui tuent des personnes qui sont en train de récolter les olives en Palestine. C'est ce que vous écrivez en préface du livre. Que se passe-t-il quand il ne se passe rien? C'est-à-dire quand il n'y a pas d'attaque palestinienne en Israël? Tout, harcèlement des paysans palestiniens par des colons protégés par l'armée, destruction de récoltes, d'habitations, expulsion de villages, multiplication de checkpoints, assassinats, arrestations arbitraires. Et ça se passe en ce moment même, car la pression est actuellement majeure en Cisjordanie. Tout le monde a le regard braqué sur Gaza pour des raisons que l'on comprend très bien, mais actuellement à Tulkarem, à Jenin et dans plusieurs villes de Cisjordanie, l'armée israélienne intensifie ses efforts, comme on dit. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle intensifie ses efforts? Ça veut dire qu'elle expulse, qu'elle détruit des maisons, que les bulldozers blindés qui sont un peu la marque de fabrique de ce pays, sont à l'œuvre, en train de faire leur œuvre de destruction, pendant que des dizaines de milliers de Palestiniens sont à nouveau chassés d'un camp de réfugiés où ils avaient déjà été installés en tant que réfugiés. Aujourd'hui, ils sont logés à nouveau dans des abris de fortune. Les municipalités palestiniennes mettent à leur disposition les locaux dont elles peuvent éventuellement disposer. Les habitants leur offrent également l'hospitalité, mais enfin, ce sont des mesures provisoires. Et on voit bien que c'est le début
d'un processus d'expulsion. D'ailleurs, les Palestiniens de Cisjordanie parlent également d'une nouvelle Nakba, c'est-à-dire d'une expulsion, d'une déportation, quel que soit le nom que l'on donne à cela, de la même façon que ce qui se passe à Gaza. Pour vous, l'objectif de Benyamin Netanyahou, c'est de rendre impossible la fabrication, la constitution d'un État palestinien. Ah oui, et puis là... Dans ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. C'est pas pour moi, c'est objectif. Hein. C'est une loi qui a été votée au Parlement israélien, au terme de laquelle la possibilité d'un État palestinien est explicitement écartée. Les Palestiniens n'ont pas le droit à l'autodétermination depuis une loi de 2018. Seuls les Juifs ont droit à l'autodétermination dans tout le territoire de la Palestine. Mais l'État palestinien, la perspective d'un État palestinien qui est, pour beaucoup de gens, la solution permettant de dépasser le conflit actuel a été explicitement écartée dans un vote très largement majoritaire du Parlement israélien. Vous écrivez « Aucune population n'a subi, on parle de la bande de Gaza, des bombardements d'une telle intensité, aucune guerre récente ». Et vous parlez avec votre expérience, puisque vous êtes allé sur beaucoup de champs de guerre, n'a tué autant d'enfants. Aucun massacre de cette envergure n'a reçu un tel soutien de la part de pays démocratiques professant à tout propos leur attachement au droit international et aux droits humains. C'est vrai que c'est ce qui interpelle dans ce qui se déroule depuis 1 an et demi dans la bande de Gaza. C'est documenté malgré le blocus qui a été mis en place, notamment concernant les journalistes. Aucun journaliste n'a pu entrer. Seuls les journalistes palestiniens qui étaient déjà sur place ont pu documenter et nous transmettre l'inventaire. Au prix d'une 160 d'entre eux sont tombés sous les balles israéliennes et un certain nombre d'entre eux sont tombés dans des conditions qui ne laissent absolument aucun doute sur le fait qu'ils étaient visés, qu'ils étaient repérés en tant que journalistes et qu'ils ont été visés en tant que tels. Comment vous expliquez ce silence de la communauté internationale? Il y a eu des condamnations, mais des condamnations qui ne sont pas suivies d'actes. Oui, au moins, y a-t-il eu des condamnations? Au moins, pour certains, il y a une sorte de sauvetage de l'honneur ou de ce qui peut en rester. Effectivement, à l'horreur de ce qu'a fait Israël à Gaza, s'est ajoutée l'infamie du consentement général des démocraties, des pays occidentaux, tout particulièrement, parce que ailleurs, ça n'est pas le cas, mais en Europe, à l'exception de certains pays, l'Irlande, la Norvège, l'Espagne, le soutien, voire l'engagement actif aux côtés d'Israël a été sans faille. Et c'est ça que j'appelle l'infamie qui s'ajoute à l'horreur de ce qui se passe là-bas. Alors pourquoi? Il me semble qu'il y a plusieurs raisons à cela, mais enfin j'en vois deux. La première, c'est qu'Israël a réussi à se faire passer pour le front avancé de la guerre des démocraties contre le terrorisme. Donc c'est notre allié par nature, parce que c'est un allié sécuritaire sûr. Et par ailleurs, Israël est une démocratie, ce que je conteste formellement. Un pays qui pratique l'apartheid, la dépossession, la torture légale, l'emprisonnement arbitraire. Elle a un système démocratique dans son fonctionnement. Elle a un gouvernement révocable, en effet. Ça, c'est une justice indépendante qui poursuit son Premier ministre. Ce que l'on peut dire aussi de l'Afrique du Sud des années 80, qui avait aussi un gouvernement révocable, mais qui n'était considéré par personne, ou en tout cas par quelques pays qui étaient d'emblée suspects, mais qui étaient considérés par personne, comme une démocratie. Eh bien, je pense qu'on peut contester aussi ce titre de démocratie à Israël. En tout cas, il lui est reconnu, c'est pas mon avis qui est suivi, et donc il est considéré comme une démocratie, selon la formule consacrée, la seule démocratie du Proche-Orient. Je pense qu'après ce qui s'est passé là, après avoir appris les conditions de détention, le verrouillage total de l'information, tous les mensonges propagandistes qui sont sortis de la bouche des dirigeants israéliens, voire les appels au meurtre, à la tuerie générale, au fait de ne pas épargner qui que ce soit, de tuer au nom du fait qu'il n'y avait pas d'innocents à Gaza, je pense que les considérations de qualification démocratique d'Israël vont être revues. En tout cas, je pense que c'est la moindre des choses. Mais en tout cas, en réponse à votre question, pourquoi un tel consentement? Eh bien voilà, je pense à la fois depuis les années 2000, depuis les attentats de Al-Qaïda, depuis le terrorisme islamiste, Israël passe pour le bouclier ou l'un des principaux boucliers, en tout cas un front avancé de la guerre contre le terrorisme. Et il y a cette connivence démocratique. Quand on voit des images de Tel Aviv ou de Haïfa, on se dit, ben oui, ce sont des paysages urbains familiers, on est chez nous. Ça n'est pas le cas, apparemment, quand on voit des paysages urbains ou ruraux de la Palestine. Mais c'est absolument odieux, et je pense que ça, durablement et profondément,
entamé le crédit résiduel du point de vue moral, du point de vue politique dont pouvaient bénéficier les États européens. Nous nous sommes définitivement, ou en tout cas durablement, j'espère que ce n'est pas définitif, mais en tout cas durablement disqualifiés aux yeux du monde en ayant non seulement approuvé, mais parfois même aidé. En tout cas, à aucun moment... On va en parler parce que justement, effectivement, il y a des organisations internationales qui veillent, qui sont objectives, même si elles ne sont pas reconnues, elles sont dénoncées par Israël et par Benjamin Netanyahou en particulier, qui ont documenté tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, et documenté. Il y a des médecins qui documentent, des humanitaires qui documentent, des ONG qui documentent le fait que des civils soient tués, que des enfants soient visés, que des personnes âgées soient visées dans la bande de Gaza, le fait y compris, ajoutons-le, des organisations, des ONG israéliennes qui le font avec un très très grand courage et une très grande rigueur. Et donc aujourd'hui, il y a des décisions, enfin aujourd'hui, le printemps dernier, il y a des décisions qui ont été prises par la Cour pénale internationale, il y a des sanctions qui sont mises en place. Est-ce que vous pensez que les deux camps, puisque les deux camps sont concernés, sont mis en cause bien évidemment, le mouvement islamiste et Benjamin Netanyahou et son équipe, vont rendre des comptes? Ça n'en prend pas le chemin, reconnaissons-le, puisque la France, de manière absolument honteuse, a annoncé que si Netanyahou débarquait en France, il serait reçu selon en gros, les égards dus à son rang, c'est-à-dire... Et une immunité malgré la poursuite de la CPI. Alors que Benjamin Netanyahou, je le rappelle, est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Donc ça lance un très très mauvais signal. Et j'insiste sur le fait que c'est... Netanyahou met en lumière les limites de ces organisations internationales. Oui, et des en gouvernements effet, occidentaux. on les avait déjà vus, mais là c'est la France qui se met en tort. Après l'Allemagne d'ailleurs qui avait fait la même déclaration, et après la Pologne. Ça s'est fait au moment où la France voulait participer à un accord sur le Liban, sur la sécurité au Liban. Donc ce sont des choses qui sont des négociations diplomatiques. Pour bénéficier d'un strapontin fugitif sur une affaire qui est effectivement très importante, qui est la destruction d'une partie du Liban, mais sur laquelle la France n'avait absolument aucune prise de toute façon, eh bien, on a vendu notre âme pour un plat de lentilles. Et la France est signataire du statut de Rome. Elle a l'obligation juridique à laquelle elle a elle-même délibérément et volontairement souscrit de mettre à la disposition de la Cour pénale internationale et du procureur les forces de police, d'arrêter les criminels, enfin en tout cas les gens suspects d'être des criminels, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire français à portée de la police. Et on fait tout le contraire. C'est indigne, c'est infâme. Vous disiez tout à l'heure que le comportement de Benjamin Netanyahou est peut-être en train d'enrayer, d'épuiser la société civile. C'est vrai qu'on se demande ce qui peut l'arrêter. On se demande qui il représente aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la société civile israélienne, dont on voit aujourd'hui, par exemple, qu'elle manifeste, qu'elle est dans les rues du pays, a un pouvoir de pression, une capacité de pression sur Benjamin Netanyahou et son gouvernement? Oui, dans une certaine mesure, parce qu'on l'a bien vu, Netanyahou n'a que faire des otages, ou du moins sa cause politique et sa protection personnelle l'emportent très largement sur la survie et la libération des otages. Donc il n'en a pas grand-chose à faire. Parce que s'il en avait quelque chose à faire... Là, ce sont des images en direct, Rony Broman. Il était possible d'entamer ces négociations au mois de mai dernier, puisque rien de significatif ne s'est produit depuis lors. Donc pendant les 9 mois qui se sont écoulés depuis cette période-là, des otages sont morts, d'autres ont souffert affreusement, et je ne parle pas des dégâts dans la population et dans les infrastructures. D'ailleurs, c'est l'image que vous vouliez voir, vous vouliez qu'on montre à l'antenne le bulldozer D9, D9, qui est un bulldozer extrêmement puissant et qui est un peu le symbole de cette destruction menée par Israël dans la bande de Gaza. C'est un bulldozer blindé et armé. En tout cas, il y a des formes blindées et armées. C'est une espèce de monstrueuse machine de destruction qu'on croit sortie tout droit de Terminator, que j'ai eu l'occasion de voir à l'œuvre dans les faubourgs de Jérusalem, en train de faire son sale boulot devant plusieurs familles de Palestiniens, dont des jeunes gamins qui voyaient leur existence en train d'être démolie par cette machine terrifiante. Et elle est à l'œuvre là en ce moment à Tulkarem, en train de non seulement détruire des maisons, mais également de ruiner les canalisations, les routes, par exemple les évacuations. Tout ce qui permet d'avoir une vie quotidienne. Oui, les voitures, les véhicules ne peuvent plus rouler, l'électricité ne passe plus, l'eau est interrompue du fait des dégâts causés délibérément par ces excavatrices monstrueuses.
Je vous remercie beaucoup René Broman d'être venu sur ce plateau nous livrer, voilà, c'est le bulldozer que vous livrez, on a retrouvé la photo. Merci beaucoup d'avoir livré votre sentiment, de nous avoir permis de faire le point donc, sur la fin de cette première phase et puis on va voir ce qui va se dessiner demain.